Oui. Je viens de lire que le 12 février 2020, Emmanuel Macron a déclaré dans une interview au Dauphiné Libéré: l'ordre des Républicains n'est pas l'ordre moral. Oui, alors? Bah alors pourquoi il nous parle tout le temps d'éducation morale? Bonjour. Qu'il soit question d'instruction ou d'éducation, une constante dans le système scolaire français est l'union de deux éléments généralement distincts, le moral et le civique. Comme si la question politico-juridique, réglementant la vie commune et l'action collective, était par nature inséparable des valeurs guidant l'action individuelle. La théorie politique est une branche de la philosophie morale. Elle commence avec la découverte ou la transposition de notions morales dans la sphère des relations politiques. La tradition intellectuelle reconnaît bien ici deux domaines de l'ordre de la pratique, mais soumis à leur propre logique et leurs problèmes spécifiques. La morale, règne du devoir, est liée par essence à la notion d'obligation, fondée en des valeurs transgénérationnelles que les individus ne choisissent pas, mais qu'ils reconnaissent et auxquelles ils se conforment. Respect, tolérance, courage, honnêteté, il y a eu un référendum là-dessus? Ouais, c'est ce que je me disais, on a juste le droit d'obéir, comme d'hab. L'ordre politique, lui, s'il réglemente les actions et impose des interdits, est surtout une affaire de droit, et donc de liberté, qui s'exprime d'ailleurs dans les choix de la volonté collective qui fonde un pouvoir légal et rationnel. Bon, dans une république digne de ce nom, en dernière analyse, la souveraineté appartient au peuple. C'est à lui de décider comment il vit. Bon, enfin ça c'est en théorie. Ainsi, il est quelque peu étonnant de remarquer cette union systématique dans un même enseignement des ordres des valeurs et des choix collectifs, et ce surtout quand on souligne que ces deux éléments seraient nécessairement conjoints pour structurer et former le citoyen. On est citoyen, on devient un citoyen éclairé. L'objectif de cette discipline ambiguë est toujours de préparer pour le pays de bons citoyens. Considérons que la citoyenneté n'est pas seulement un statut juridique, mais un idéal auquel il convient d'élever les enfants. Bon, c'est qui décide qui est un bon citoyen? Tu l'as ton passe sanitaire? T'as fait tes 12 doses? L'idée de bon citoyen laisse entendre donc que certaines actions et décisions portées par des membres de la communauté pourraient ne pas être conformes ni respectueuses de ce statut. Le sujet a ainsi à se rendre digne de ce qu'il possède, à mériter sa place dans la société en convenant à un certain modèle de perfection. Le bon citoyen serait alors l'incarnation du juste, une sorte de synthèse de l'honnête homme, un parangon de vertu, et du légaliste, celui qui sait se faire fidèle et obéissant à la loi. De là l'émergence de trois objets proches et distincts mêlés dans cet enseignement. L'EMC est un cours confondant civilité, civisme et citoyenneté, trois modalités du vivre en société. La civilité, tout d'abord, tient du registre du savoir-vivre en société, synthétisant savoir et comportement, répondant aux usages, rites, coutumes, pratiques en usage dans la société et dans les relations sociales. Elle est l'ensemble des mœurs, c'est-à-dire des qualités morales appliquées à la vie commune. On dit merci, on dit bonjour, on parle d'un temps posé, on tient la porte, on cède sa place. T'as compris ça, le jeune? Le civisme, lui, est du domaine général de la légalité. Il correspond au fait de respecter les lois de son État et de se conformer aux prescriptions gouvernementales, incarnant le bien commun. On ne grille pas les feux rouges, on paye ses impôts, on détruit pas les biens publics, on tue personne. Bah, déconne pas, il y a le gendarme qui te surveille avec son drone. La citoyenneté est autrement plus confuse. S'il est évident au premier abord quelle est la synthèse d'un comportement moralement acceptable, civil, et d'un engagement politico-juridique modèle, civique, puisqu'un comportement vicieux et délinquant ne pourrait être qualifié de citoyen, toutefois la chose ne semble pas si simple. La citoyenneté n'est pas seulement la pure conformité aux attentes et aux réquisites sociaux, mais la capacité du sujet à agir au nom d'un idéal l'amenant potentiellement en conflictualité avec les mœurs ou encore la loi. C'est l'homme peu poli qui sait le prix de la politesse, lui qui,
sans le vouloir, quelquefois blesse et offense. Mais le même homme aperçoit très bien les limites de la politesse et même les crimes de la politesse, dont la guerre est un frappant exemple. C'est pourquoi il y a du sauvage en tout moraliste. Bon, alors si être citoyen, c'est obéir et se conformer, on fait quoi de la résistance? On fait quoi des justes, ceux qu'on désobéit? Ça va être encore compliqué cette affaire, je le sens. Ainsi, plusieurs questions se posent à nous. Suffit-il d'incarner la civilité et le civisme pour être un bon citoyen? Est-ce d'ailleurs possible? Le civisme et la civilité sont-ils seulement compatibles? Comment l'apprentissage des mœurs et de la loi participe-t-il à la formation de la citoyenneté? Et d'ailleurs, quelle est-elle? La vie sociale apparaît comme un système d'habitudes plus ou moins fortement enracinées, qui répondent aux besoins de la communauté. Parmi les cadres réglementant l'action d'un individu, nous pouvons trouver une morale sociale, synthèse assez indéterminée de tout un ensemble de devoirs partagés par les membres de la communauté. Ensemble de rituels, d'usages et de pratiques, et transmises par l'éducation, elles forment la civilité, une sorte de morale close, car refermée sur le projet fondamental de la survie du groupe. À la différence des insectes hyménoptères, mus par un instinct amenant immédiatement les individus à poursuivre aveuglément le bien collectif, l'être humain doué d'intelligence non seulement distingue rapidement les biens individuels et collectifs, mais poursuit en premier, égoïstement, son propre intérêt. Il existe donc un pouvoir dissolvant de l'intelligence lié à la rationalité qui, comme faculté du calcul, perçoit immédiatement ce qu'une action coûte au sujet et non ce qu'elle rapporte à un ensemble indéterminé et lointain. C'est le principe en économie de ce qu'on appelle le passager clandestin, le type qui, par exemple, paye pas le train et qui profite d'un service qu'il paye pas. Donc, il voit bien son intérêt personnel immédiat, ça c'est sûr, mais il se rend pas compte qu'en systématisant son action, c'est tout le système qui s'écroule. Voilà. L'intelligence ne produit pas seulement un attachement égoïste à soi-même, dissolvant le corps social, elle est aussi à l'origine d'autres sentiments tout aussi délétères pour l'ensemble. Par intelligence, le sujet prend conscience de sa propre mortalité et du simple risque qu'il y a à vivre et agir, le poussant même à la dépression et à l'inaction. De même, conscient de l'échec possible de ses actions, du fait d'impondérables et d'une imprévisibilité irréductible, il vit un découragement avant même d'agir, le poussant à l'immobilisme. En résumé, l'intelligence est une faculté provoquant une forme de paralysie, contraire non seulement aux besoins de la collectivité, mais aussi aux besoins vitaux, qui demande aussi un travail et un engagement. Livré à sa seule intelligence, l'homme est un animal inefficace et asocial, condamné à sa propre disparition. Il est donc nécessaire, pour sa perpétuation, de produire artificiellement une forme d'imitation de l'instinct animal, une sorte de dressage social, l'amenant à agir sans réfléchir. Comment aurait-on pris sur la volonté? Deux voies s'ouvrent à l'éducateur. L'une est celle du dressage. On inculque une morale faite d'habitude impersonnelle. Le but de la morale sociale, c'est pas de te faire réfléchir, c'est de te faire obéir. Voilà. Comme ça, tu te poses pas des questions sur ton existence. Voilà, tu t'inquiètes pas du fait que tu vas mourir. Tu peux tranquillement gâcher ta vie. C'est super. C'est moi qui ai gâché ta vie, c'est moi. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Surgit alors une série de questions. Comment et pourquoi obéissons-nous? Comment se produit un tel dressage des individus, transposant désormais la nécessité du corps dans son ensemble dans la contingence des individus qui en sont une partie? Le comprendre suppose d'identifier deux modalités de l'obligation. D'un côté, l'obligation singulière et directe, émanant d'une autorité déterminée, parent, tuteur, maître, imposant une prescription déterminée. Tiens-toi correctement, dis merci. Mais qu'est-ce qui fonde l'autorité d'une telle personne? Pourquoi lui obéir, puisque la résistance ou le conflit avec une telle autorité déterminée est toujours possible? Pourquoi ne pas s'opposer? Tout simplement parce que nous n'obéissons jamais seulement à une autorité particulière. Nous savons que les prescriptions n'émanent pas d'une personne, mais bien d'un tout confus que nous nommons société, dont ils ne sont que les relais et acteurs, et auxquels eux aussi sont soumis. Telle est la seconde modalité de l'obligation, le tout de l'obligation, la soumission à un ordre impersonnel dont les personnes singulières tirent à la fois leur commandement et leur autorité, et à laquelle il est impossible de s'opposer du fait de sa nature éthérée.
Alors, quand un gamin, il entend ses parents, ses tuteurs, sa famille, ses amis et même des étrangers dans la rue lui rappeler constamment, en fait, ce qu'il doit faire et qu'ils disent tous la même chose, au bout d'un moment, il sent que ça sert à rien de s'opposer. C'est un complot! On lui avait bien dit de pas mettre les doigts dans son nez. Imposant une pression constante et impérieuse, usant d'ailleurs de moyens divers pour forcer à l'obéissance, la morale devient un réflexe conditionné, qui finit par répétition, par passer pour naturel et absolument nécessaire. La morale sociale produit donc un comportement stéréotypé et non réfléchi, induisant chez les sujets des comportements extérieurement moraux, mais sans aucune forme de modalité. Sorte de machine morale, le sujet n'interroge jamais son action, répétant mécaniquement le geste en conformité avec un éternel hier. La bonté va de soi, nul ne discute ici, nul ne demande pourquoi. C'est quelque chose d'être gardé de mal faire par un usage aussi fort que celui qui nous impose la cravate et le pantalon. Mais la civilité est-elle réellement efficace et suffisante pour permettre au corps social de se maintenir comme un seul et même tout? Fondée sur la seule autorité traditionnelle qui ne présente aucun texte officiel, aucun cadre permettant le jugement ou garantissant aucune justice équitable, elle ne propose qu'un châtiment purement social, sans objectivité ou impartialité, aux éventuels déviants, laissant le régime des peines à la libre appréciation de la foule et de ses excès. Alors c'est sûr que quand une foule débarque pour aller punir celui qui n'est pas comme les autres, généralement ça se termine pas bien. En cela, la civilité ne se révèle pas un fondement sûr pour assurer une vie commune, pacifiée, d'où ce dépassement dans un ordre politiquement juridique. Les hommes donc sortent de l'état de nature et entrent dans une société politique, lorsqu'ils créent et établissent des juges et des souverains sur la terre, à qui ils communiquent l'autorité de terminer tous les différends et de punir toutes les injures. La morale, incapable de gouverner les hommes correctement, voit l'avènement du politique la supplanter, apportant alors un texte objectif et déterminé, fondé non sur une volonté arbitraire traditionnelle, mais sur une décision collective limitant les libertés de chacun, pour le bien de tous, mais garantissant en retour un espace de liberté déterminé par le droit. Les jugements et condamnations sont rendus dans un cadre administratif déterminé, selon la raison et non plus la violence du plus fort. Selon les libéraux, la société précède l'État. L'État, il est juste venu pour régler avec le civisme cette structure sociale qui est dysfonctionnelle si on la laisse à elle-même. Donc maintenant, tu as le droit à un procès avant de te faire lyncher. C'est ça le progrès. Libre et propriétaire de son corps et de ses forces par lesquelles il transforme la nature, l'homme s'approprie le fonds commun de la nature, le transforme en propriété privée qu'il peut ensuite commercer et échanger avec ses semblables. Il existe donc une forme de société primitive, faite de contrats et d'associations où domine la seule civilité. Toutefois, sans la garantie d'un pouvoir objectif venant faire respecter les contrats, rien ne peut contraindre l'autre à être moral et respecter la parole donnée. Sans la puissance juridique, c'est tout le commerce et l'industrie humaine qui est fragilisé et qui ne connaît pas son plein essor. La loi se fait donc un simple instrument de vie commune, n'ayant pas vocation à déterminer la vie des individus, ni les valeurs. Elle garantit l'ordre commun et les conditions pacifiées de vie en société. La morale serait ainsi une sorte de dimension archaïque, ayant pour destin de s'effacer avec l'avènement de la loi, qui vient idéalement parachever son projet. Alors, le propre du libéralisme, c'est d'avoir en tête l'idée qu'on peut avoir un tout juridique et que c'est suffisant. Donc on devrait supprimer la morale. En tout cas, son but, c'est ça. Donc le libéralisme, c'est un projet de démoralisation. Le problème de la constitution d'un État peut être résolu même pour un peuple de démons. L'idéal de la loi est de parvenir à un gouvernement des hommes indépendant de tout usage de la morale et de toute valeur, cherchant une modalité de gouvernement qui puisse être applicable et efficace indépendamment des vertus et vices de chacun. Un bon régime juridique doit faire émerger une légalité pure, applicable à tous les types de peuples, fussent-ils les derniers des pervers. Tant que le régime des peines est clair et efficace et que chacun a bien compris son intérêt égoïste, l'ordre peut régner sans avoir besoin de s'inquiéter des valeurs morales des individus.
vivant chacun leur vie privée, comme ils l'entendent. C'est l'idéal du code de la route, un code très simple, avec des panneaux et des couleurs, t'as qu'une envie, c'est de foncer, mais comme il y a des peines, bah tu respectes. Du coup, tu gueules dans ta bagnole comme un putois, mais tu respectes. Le libéralisme doit être compris comme la forme la plus radicale du projet politique moderne. Il ne propose rien de moins que de privatiser intégralement ces sources perpétuelles de discorde que représentent nécessairement la morale, la religion et la philosophie. Les sociétés modernes seraient donc fondamentalement amorales, dirigées par une pure légalité ayant fait fi de toute valeur la déterminant. Un tel projet n'est pas sans poser problème. Évidemment, nous pouvons souligner la violence sourde et dommageable des incivilités, impolitesse, attitudes désagréables, qui échappent par nature à la loi, qui ne peut les empêcher. De même, la peur du gendarme ne peut fonctionner qu'à la condition qu'il soit présent, ce qui est impossible partout et tout le temps, laissant alors des zones potentielles de non-droit, et donc de violence. S'il n'y a plus de morale et qu'il n'y a qu'un tout juridique et qu'il faut des peines, bah faut de la surveillance. Donc l'avènement de la surveillance constante, algorithmique ou tout ce que tu veux dans les démocraties, c'est paradoxalement une conséquence du libéralisme. Toutefois, le problème central du règne impérieux et unique de la loi n'est pas là, mais bien plus profondément dans l'existence des lois injustes. Il ne faut pas s'attendre à ce que des rois philosophes ou à ce que des philosophes deviennent rois. Mais il ne faut pas non plus le souhaiter, parce que détenir le pouvoir corrompt inévitablement le jugement de la libre raison. Aucun système rationnel ne peut garantir qu'un gouvernement n'abuse pas du pouvoir qui lui a été confié, la loi ne protégeant jamais complètement les sujets du pouvoir qu'ils ont accepté. Donc c'est là qu'il faut se rappeler que l'apartheid était légal, la ségrégation raciale c'était légal, la déportation, le système concentrationnaire étaient légaux. Ça donne pas vraiment envie d'avoir confiance dans la loi, pas trop. Il y a donc un double danger à prendre en considération. Premièrement, une loi sans principes supralégaux pour la guider laisse tout gouvernement possiblement dégénérer en produisant des textes juridiques sans aucune forme de contrainte. Les valeurs se révèlent donc en dernière analyse des garde-fous essentiels pour à la fois limiter le pouvoir et juger de la légitimité de la loi. Mais deuxièmement, le peuple n'est pas sans responsabilité. Replié sur ses intérêts privés, il est aussi responsable de laisser la tyrannie sous toutes ses formes s'installer. Tel est l'avertissement de Rousseau qui, dans Du contrat social, rappelle que chacun vit une dualité. À la fois individu et citoyen, c'est-à-dire pris entre intérêt privé et responsabilité collective, les sujets modernes ont tendance à suivre la pente glissante du repli sur leurs propres intérêts et laisser le pouvoir sans surveillance. Ainsi, un véritable travail éducatif est nécessaire pour apprendre et rappeler constamment à chacun son devoir de ne pas délaisser le bien commun au profit de l'aveuglement sur ses intérêts propres. Eh, dis donc, faut aller voter aujourd'hui. Ah non, je peux pas, j'ai aquaponé. Former le citoyen, c'est former intellectuellement un être en mesure de prendre le recul nécessaire sur les lois pour en juger la validité, en se tournant vers des normes et valeurs qui sont étrangères au droit et qui en fondent la légitimité. Sans un cadre à la fois supérieur et extérieur à la loi, il n'est pas de moyen pour le citoyen de déterminer l'illégitimité d'un abus. À ces trois sortes de lois, il s'enjoint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur les reins, mais dans le cœur des citoyens, qui fait la véritable constitution de l'État, qui conserve un peuple dans l'esprit de son institution. Je parle des mœurs, des coutumes. La morale est donc en dernière analyse ce vers quoi les citoyens viennent se tourner pour prendre conscience d'un abus et justifier son opposition à la loi. Tel est l'enjeu fondamental de la citoyenneté, rendre le sujet capable de déterminer si les devoirs légaux que l'on lui contraint d'appliquer sont conformes à des valeurs qui sont le repère essentiel de son État. Le citoyen qui rentre en résistance ou en rébellion, c'est pas un simple hors-la-loi, il le fait au nom de valeurs collectives, il le fait pas pour son intérêt personnel et individuel. Il existe ainsi un droit de résistance. Si une longue suite d'abus, de prévarications et d'artifices qui tendent à une même fin donnent à entendre manifestement à un peuple et lui font sentir qu'on a formé des desseins contre lui et qu'il est exposé au plus grand danger, alors il ne faut point s'étonner qu'il se soulève.
La citoyenneté se fonde donc sur une éducation morale armant intellectuellement les membres de façon à leur rappeler l'esprit de la loi qui justifie leur droit à s'opposer à une lettre de la loi non conforme. Le citoyen n'ignore pas la loi, mais il trouve dans la morale, pourtant dépassée par cette dernière, le moyen de se distancier d'un fait pour en juger la validité. La civilité critiquée et amendée par le civisme devient à son tour l'objet d'une critique effective des abus sans lesquels les individus seraient aveugles. Ainsi, le citoyen est celui qui sait, par des allers-retours, faire discuter le légal et le moral pour constamment interroger la justice et la justesse de son action. Quand on me dit les non-vaccinés, faut les mettre dans des camps, faut les laisser crever, faut pas qu'ils aillent à l'hôpital, faut pas les soigner, au fond de toi, tu sens que ça a dévissé. Ah, tu le sens que les valeurs, là, elles sont parties. Moralité, le propre de la citoyenneté étant la capacité à remettre en cause l'injustice par une réflexion sur la validité des principes, sa formation doit inclure l'enseignement de la morale et du légal. Non pour qu'il incarne benoîtement les deux, mais pour qu'il puisse en reconnaître la contradiction qu'il mobilise systématiquement pour déterminer, à la fin, ce qui est légitime.